Suite et fin du dépannage 2. Alors, troisième et dernier exemple que j'avais préparé pour vous pour se préparer à l'examen 2. Un problème d'optique géométrique, mais cette fois-ci qui va impliquer deux éléments optiques. Donc, on va pouvoir utiliser les concepts là, que l'image faite par le premier élément optique devient l'objet pour le deuxième et utiliser aussi des concepts de grandissement et de grossissement angulaire. Alors, on a un télescope réflecteur, donc un télescope formé de deux miroirs sphériques, un concave et un convexe. Donc, c'est un fonctionnement assez standard pour un microscope, là, le genre de microscope qu'on pourrait retrouver par exemple au mont Mégantic ou à Hawaï ou au Chili ou ailleurs. Donc, des télescopes pour observer les étoiles. Alors, la lumière provenant de la Lune, donc c'est la Lune qu'on observe ici, traverse un télescope formé de deux miroirs sphériques, le premier concave et l'autre convexe. Là, on s'entend, c'est des miroirs, donc la lumière va réfléchir sur les surfaces des miroirs, ne va pas passer au travers, contrairement à un télescope formé de lentilles. Donc le premier miroir, c'est celui qui est à droite, et le deuxième miroir, c'est celui qui est à gauche. Donc la lumière vient, la Lune est complètement à gauche, donc infiniment loin, ou presque là, à gauche. Donc les rayons qui proviennent de la Lune sont parallèles. Ils vont frapper le miroir 1, donc le premier miroir qui est à droite. La lumière est réfléchie. Ça frappe un deuxième miroir, donc le miroir convexe, et la lumière réfléchit une dernière fois pour se rejoindre. Donc les rayons émergents du deuxième miroir convergent sur une image finale, l'image I2, qui devrait être réelle puisque les rayons qui quittent le miroir 2, le miroir convexe, sont convergents. Alors, ceci étant illustré, les questions sont les suivantes. Donc, connaissant le diamètre et la distance Terre-Lune, donc le diamètre de la Lune et sa distance par rapport à la Terre, quel doit être le rayon de courbure du miroir convexe pour qu'on retrouve une image à 1,2 m là, du miroir concave tel qu'illustré? Quel est le grandissement transversal du télescope, c'est-à-dire quand l'image 2 qu'on pourrait observer là, sur un écran ou on pourrait la mettre sur un capteur électronique pour avoir l'image à l'ordinateur, là, mais supposons qu'on a un écran. Donc, l'image 2, à quel point elle est plus grande ou plus petite que la Lune, c'est la question B. Et en C, quand on regarde l'image sur l'écran, à quel point l'image nous apparaît plus grosse que la Lune. Donc on s'entend, on s'imagine que l'image 2 ne devrait pas être plus grande que la Lune elle-même, là. Elle va être assez petite l'image, mais elle est tellement rapprochée qu'elle va nous apparaître plus grosse quand on va l'observer versus quand on observe la Lune directement à l'œil nu. Alors, commençons avec la question A pour trouver le rayon de courbure du miroir convexe, mais tout d'abord, quelles sont les données qu'on connaît? Donc, on sait, on connaît la longueur focale du miroir concave, le premier miroir que la lumière va frapper, donc à droite, qui est de 5 mètres. On connaît la position de l'objet pour ce miroir concave, donc les rayons qui vont frapper le miroir concave proviennent de la Lune qui est à 384 400 km. Donc, si on met ça en mètres, c'est le chiffre que ça nous donne. Une distance qu'on va pouvoir approximer comme étant l'infini, à toute fin pratique dans nos calculs, sans problème, par rapport aux 3 mètres là, entre les deux miroirs, ou bref, la dimension totale du télescope, cette distance-là est assez grande. Ensuite, la hauteur de l'objet, donc c'est le diamètre de la Lune, puisque c'est la Lune qu'on observe. Donc, j'ai ici mis son diamètre en mètres encore une fois. Remarquez que n'importe quelle valeur ici aurait fait l'affaire. Donc, quand je regarde la Lune, ça ne veut pas dire que je regarde la Lune au complet. Je pourrais m'intéresser seulement à un cratère sur la Lune, donc à une section plus petite. Au final, c'est pas important. Peu importe la dimension qu'on va prendre, le grossissement qu'on va obtenir à la fin va être indépendant. Tant qu'on utilise évidemment des objets assez petits pour qu'on puisse utiliser l'approximation des petits angles. Ensuite, l'autre valeur qu'on connaît, on sait l'image 2 où elle se situe. En fait, on s'arrange pour placer notre écran au bon endroit. Ici, on remarque que l'image 2 est à 1,2 m du miroir concave, mais l'image 2 est produite par le miroir convexe. Donc, c'est la distance de 4,2 m, donc 1,2 m plus la distance entre les deux lentilles qui compte. Et comme j'ai mentionné ici tantôt, notre image finale est réelle puisque un, on l'observe sur un écran, et deux, les rayons qui quittent le miroir 2 sont convergents. Donc le 4,2 m, c'est une valeur positive. Ces données étant bien indiquées, on peut ensuite y aller avec nos équations. Donc on va utiliser l'équation 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F, autant pour le miroir 1 que pour le miroir 2.
On commence avec le miroir 1, étant donné que c'est le miroir pour lequel on connaît 2 valeurs sur 3. Donc, on connaît P1, on connaît F1. En substituant nos valeurs, donc F1 c'est 5 mètres, P1, comme je le disais tantôt, c'est une très grande valeur, donc 1 sur très grand, ça tend vers 0, et on trouve que Q1 est égal à 5 mètres. Autrement dit, l'objet étant à l'infini, l'image est au foyer. Cela dit, j'ai fait l'approximation. Si on ne la faisait pas, l'approximation, si on avait mis la valeur de P1 qui est indiquée, juste pour vous le dire, la valeur de Q1, voici ce que ça nous aurait donné. Donc, on s'entend, notre 5 mètres, c'est une bonne approximation. Donc, c'est la valeur qu'on va utiliser. Si l'image est à 5 mètres, donc du miroir 1, c'est donc dire qu'elle est à 2 mètres du miroir 2. Par contre, l'image 1, donc qui est l'objet 2, va être, l'image 1 est réelle, donc les rayons qui quittent le miroir 1 sont convergents, mais l'objet 2 est virtuel, parce que les rayons qui vont venir frapper le miroir 2, donc les rayons qui quittent le premier miroir, viennent frapper le deuxième, les rayons incidents sur le deuxième miroir sont convergents. Donc quand les rayons incidents sont convergents, c'est un objet qui est virtuel. Alors P2, c'est moins 2 mètres. Alors, on connaît P2, on connaît Q2, alors on peut trouver F2. On réapplique la même équation pour les miroirs sphériques, 1 sur P2 plus 1 sur Q2 égale 1 sur F2, et ça nous permet de trouver la longueur focale. Donc, le miroir convexe a une longueur focale de 3,81818181 périodique, etc., mètres. Et si on veut son rayon de courbure, parce que c'était la question, bien, le rayon de courbure pour un miroir sphérique, c'est le double de la longueur focale. Donc essentiellement, le foyer se trouve à mi-chemin entre le miroir et le centre de courbure. On obtient donc un rayon de courbure de moins 7,636 mètres. Valeur négative qui est quand même très logique parce qu'on sait la convention de signe, c'est qu'un rayon de courbure est positif si le centre de courbure se situe du même côté que les rayons émergents. Ici, les rayons arrivent sur le miroir convexe et émergent vers la droite. Donc, les rayons émergents sont à droite, mais le centre de la sphère serait quelque part ici, sur la gauche. Donc, le centre de courbure n'est pas du même côté que les rayons émergents. Ça nous confirme un rayon négatif. Question B maintenant, quel est le grandissement transversal du télescope? Donc, essentiellement, combien plus grande ou plus petite est l'image 2 par rapport à l'objet 1. Alors ici, on a un grandissement formé de 2 miroirs. Donc, comment on va gérer ça? Bien, au lieu de faire l'image 1 sur l'objet 1, bien, c'est l'image 2 sur l'objet 1. Donc, le grandissement total, c'est le rapport entre l'image finale et l'objet initial. Donc, l'image finale, ce serait le grandissement total multiplié par l'objet initial. Donc, ça, c'est comment on l'utiliserait au complet. Mais là, on ne peut pas faire moins Q sur P final. On ne fait pas moins Q2 sur P1. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour avoir notre grandissement total, ben, il va falloir faire la même logique. Donc, l'objet 1, on trouve l'image 1 avec le premier miroir. L'image 1, ça devient l'objet 2. Et par la suite, on utilise le deuxième miroir pour passer de l'objet 2 à l'image 2. Donc, le premier miroir, son grandissement, encore une fois, c'est la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet, mais là, c'est l'image du premier miroir sur l'objet du premier miroir. Alors, on peut isoler l'image 1 là-dedans. Même logique pour le deuxième miroir, sauf qu'on prend évidemment l'image et l'objet pour le deuxième miroir. Et ce que ça nous donne comme relation ici, donc on a une relation entre l'image finale et l'objet initial, entre l'image intermédiaire, disons, et l'objet initial, et entre l'image finale et l'objet intermédiaire. Étant donné que l'image 1, c'est la même chose que l'objet 2, c'est donc dire que la hauteur de l'image 1, c'est la hauteur de l'objet 2. Et là, on pourra jouer avec les 3 équations précédentes pour trouver notre grandissement total. Alors, si on utilise l'équation du deuxième miroir, donc l'équation juste ici, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer objet 2 par image 1. Donc, si on fait ça, on a que l'image 2, c'est son hauteur, l'hauteur de l'image 2, c'est le grandissement du deuxième miroir fois la hauteur de l'image formée par le premier miroir. Et l'image I1, si on remonte à l'équation du premier miroir, ben, c'est le grandissement 1 fois Y au 1, donc c'est le grandissement 1 fois l'objet initial. Donc,
ici, j'ai pris YI1 et je l'ai remplacé parce que ça valait ici. Ce qu'on obtient, l'image finale, c'est M2 fois M1, donc c'est le grandissement total fois l'objet initial. Donc, le grandissement total, dans un système composé de deux éléments optiques, c'est le produit des deux grandissements. Remarquez que toute cette logique que je viens faire, là, la logique qu'on voit dans la page actuellement, je n'ai pas utilisé d'équation de miroir ou de lentille ou peu importe, elle fonctionnerait tout le temps. Donc, quand on a plusieurs éléments optiques, il pourrait avoir une lentille, un miroir, il peut avoir un miroir plan, un dioptre, une autre lentille, il pourrait avoir plus que deux éléments aussi. Le grandissement total, c'est égal au produit des grandissements individuels. Il ne s'agit pas d'un résultat que vous pouvez, que vous avez à prouver là, si vous l'utilisez à l'examen, vous pourrez le prendre tel quel. C'est juste qu'ici, je voulais en faire la démarche au complet, étant donné que je ne vous l'avais pas montré en classe. Donc, quand on a plus qu'un élément, le grandissement total, c'est le produit des grandissements. Pour répondre à la question, donc, que vaut le grandissement de notre télescope, ben, on a juste à prendre cette équation-là qu'on vient juste de prouver et on l'applique. Donc, le grandissement 2 et le grandissement 1, c'est les grandissements de miroir sphérique, c'est donc moins Q sur P dans les deux cas. Comme on a un nombre pair de miroirs, le signe négatif va s'annuler. Donc, le produit des images sur le produit le produit des distances images sur le produit des distances objets, ça nous donne notre grandissement total. Donc, si on met les valeurs qu'on avait là-dedans, ici, on remarque que la distance P1, la position de la Lune, je ne peux pas considérer que c'est l'infini, parce que sinon, ça me donnerait un grandissement de 0. Donc, c'est pas très pratique. Donc, ici, on a besoin de mettre la valeur et on obtient donc un grandissement moins 2,7315 fois 10 à la moins 8. Donc, l'image va nous apparaître inversée, étant donné le signe négatif, et l'image de la Lune va être énormément, là, vraiment beaucoup plus petite que la Lune elle-même. Mais bon, c'est quand même assez logique. On ne s'attend pas à avoir la Lune au complet là, sur notre écran, dans notre observatoire. On va avoir une Lune qui va être beaucoup plus petite, mais elle va être beaucoup plus proche aussi, donc on va quand même être capable de voir plus de détails. Et justement, à quel point elle va nous apparaître plus grosse, l'image de la Lune, par rapport à la Lune elle-même, c'est l'idée derrière la question C. Donc, que vaut le grossissement du télescope? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut comparer l'image qu'on observerait sur l'écran à la Lune qu'on observerait directement. Donc, commençons par la Lune. Si je l'observe sans le télescope, donc à l'œil nu, bien, dans mon champ de vision, la Lune occupe un certain angle alpha qu'on doit calculer. Donc, si j'observe le diamètre de la Lune, donc j'observe la Lune au complet, mon côté opposé, c'est le diamètre de la Lune, le côté adjacent, c'est la distance Terre-Lune. Si j'observais seulement un cratère sur la Lune ou peu importe, bien, on s'entend que la distance du côté opposé serait plus petite, mais l'angle alpha serait la même logique. Donc, opposé sur adjacent pour la tangente de l'angle. Ici, on met nos valeurs et on obtient une tangente de 0,0090375. C'est quand même un petit angle. On pourrait faire l'approximation des petits angles et dire, ben ça, c'est la valeur de alpha en radian. Mais tu sais, on connaît la valeur de la tangente, c'est pas très long. Il faut faire la tangente inverse sur la calculatrice. Et si on le fait en radian, vous voyez que c'est en effet très semblable, mais il y a une différence là, au cinquième chiffre significatif. Et on aurait pu le faire en degrés aussi. Là. Donc, le fait de l'utiliser en radian, c'est qu'on utilise l'approximation, mais si on n'approxime rien et on calcule l'angle, rien ne nous empêche de calculer l'angle en degrés. Donc 0,5 degrés, quand vous regardez la Lune à l'œil nu, c'est l'angle que ça prend là, dans votre champ de vision. Maintenant, quand on observe l'image de la Lune faite par le télescope, donc pour trouver l'angle bêta, pour trouver le grossissement, donc ici, j'ai mis un écran là, à droite, donc c'est là qu'on aurait notre image. Si j'observe l'image, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais me placer proche de l'écran, puis je vais regarder l'image, tout simplement. Alors, je vais zoomer sur cette section-ci qui nous intéresse. Donc, j'observe l'image de la Lune. Petite parenthèse, ici, j'ai inversé l'image. Donc, l'image est vraiment inversée si vous comparez avec la Lune précédente, étant donné qu'on avait un grandissement négatif, on savait ça. Donc, on a une certaine hauteur. Donc, si en alpha, j'ai utilisé la hauteur de la Lune au complet, son diamètre, ici, il faut que je fasse la même logique pour comparer. Donc, on va avoir un angle bêta qui est formé. Et c'est quoi la distance entre mon œil et l'écran? Ben, la distance, je la choisis.
c'est moi qui décide où je me place. Évidemment, on ne veut pas avoir le grossissement du télescope, le chiffre, ça dépend c'est où tu te places, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc la valeur qu'on prend, c'est qu'on va assumer qu'on a placé l'image à notre punctum proximum. Donc on s'est placé le plus proche de l'image possible pour avoir une vision nette. Donc la tangente côté opposé, c'est la hauteur de l'image 2. Côté adjacent, c'est la distance entre le punctum proximum et l'œil de la personne qui observe. Donc pour une personne standard, ça serait 25 cm ou 0,25 m. Et avec ça ici, la hauteur de l'image 2, c'est quoi? C'est le grandissement total fois la hauteur de l'objet 1, le grandissement total qu'on a calculé en B. Donc on peut mettre nos valeurs et on trouve une certaine tangente pour bêta. Et en faisant l'arc-tangente, donc, on a la valeur que ce soit en radians ou en degrés, là, ce qui est un peu le même principe. On remarque la valeur qui correspond à environ 20 degrés, là, donc c'est pas vraiment un petit angle. On remarque la différence entre la valeur de la tangente et la valeur de l'angle en radians. Donc si l'approximation des angles aurait peut-être pas été valide, mais encore une fois, elle aurait pu être valide si on avait seulement décidé de regarder là, un cratère sur la Lune, ça aurait beaucoup rapetissé les angles. Donc on peut la faire, l'approximation dans ce temps-là sans problème. Et dernière chose ici qu'on remarque, c'est que l'angle bêta qu'on observe est négatif, donc ça nous confirme donc que l'image est inversée. Au final, on avait calculé l'angle alpha, donc quand on regarde la Lune sans télescope, l'angle bêta, quand on regarde l'image sur un écran que le télescope a fait de la Lune. Le grossissement angulaire, c'est le rapport entre ces deux valeurs. Donc on fasse le rapport en radians ou le rapport en degrés, ça nous donne le même chiffre, c'est-à-dire moins 40,14. Donc ce télescope nous permet de voir la Lune 40 fois plus grosse, mais inversée.